Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Les Sénégalais d'Allemagne s'engagent à accompagner davantage la dynamique de développement du pays. Ils l'ont réaffirmé au chef de l'État. Le président Macky Sall les a rencontrés en marge du sommet du G20 à Hambourg. 14 milliards de francs CFA ont servi à régulariser près de 50 000 enseignants. C'est ce qui ressort de la rencontre entre gouvernement et syndicats d'enseignants. Les deux parties ont tiré le bilan des engagements de l'État un mois après les élections de représentativité syndicale. Un acacia, pas comme les autres. Celui-ci est classé patrimoine de l'UNESCO depuis 2003. L'histoire de cet arbre appelé Kadgi, situé à Louga, est fortement liée à la gare de la localité où Serigne Touba Khadimou Rassoul a pris pour la première fois le train en partance pour Saint-Louis. C'est le sujet de la rubrique découverte de ce dimanche. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, signaler le retour du président de la République à Dakar cet après-midi. Le chef de l'État rentre de Hambourg en Allemagne où il vient de prendre part au sommet du G20 en sa qualité de président du comité d'orientation du NEPAD. Il a été accueilli par le Premier ministre et d'autres autorités civiles et militaires. Voilà donc le président Macky Sall qui est rentré cet après-midi d'Allemagne. Comme vous le voyez, il est accueilli par le ministre de l'Intérieur ainsi que d'autres autorités civiles et militaires. Retour justement sur son séjour en Allemagne en marge du sommet du G20 qui s'est tenu à Hambourg. Le président de la République Macky Sall a rencontré la communauté sénégalaise établie en Allemagne, des compatriotes qui ont réaffirmé leur volonté de contribuer à l'effort de développement du Sénégal. Occasion saisie également par ces Sénégalais pour faire parvenir au président de la République certaines préoccupations relatives à l'accès au logement et au financement, notamment pour les femmes. Les comportements de ces compatriotes ont été salués par les autorités locales de leur pays d'accueil. Envoyé spécial Aboubakri Kane. Malgré l'état d'urgence et les manifestations violentes notées dans la ville de Hambourg, le président de la République a tenu à rencontrer la communauté sénégalaise en marge du sommet du G20. Des compatriotes venus des différentes villes pour lui souhaiter un bon séjour en terre allemande. Des hommes et des femmes qui vivent certes loin du Sénégal, mais suivent de très près la marche du pays et les progrès réalisés ces dernières années. Ils sont tour à tour revenus sur les différentes réalisations du président Macky Sall qui touchent à tous les secteurs d'activité. Ces compatriotes se sont surtout félicités de la politique sociale et sanitaire, notamment en milieu rural. Représentants des cadres, des femmes, des sages et des jeunes ont tous salué la démarche d'inclusion qui caractérise la mise en œuvre des différents projets du plan Sénégal émergent. La communauté sénégalaise d'Allemagne n'a pas manqué également de partager avec le président Macky Sall quelques préoccupations liées notamment à l'accès au financement et à la protection sociale. Ces compatriotes veulent aussi bénéficier de financement pour les femmes dans le cadre du FAISE, Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur. Ils ont par ailleurs réaffirmé leur engagement à soutenir la politique de développement du chef de l'État, une diaspora déterminée à jouer pleinement sa partition dans l'effort de développement. Une contribution qui passe par la promotion de la destination Sénégal auprès de potentiels investisseurs européens. Au nom des voisins gambiens, Ousmane Diaye a remercié le président Macky Sall pour le rôle joué dans la résolution de la crise post-électorale. Par la voix du docteur Tessman, les autorités locales ont loué le comportement des Sénégalais, un parfait exemple d'intégration facilité par leur sens de la sociabilité et de la solidarité. Ce dont s'est félicité le président de la République, qui a réaffirmé sa considération pour ses compatriotes et l'engagement de toujours soutenir la diaspora sénégalaise, qui va pour la première fois élire ses 15 représentants à l'Assemblée nationale pour mieux défendre leurs intérêts et porter leurs préoccupations.
Retour sur les coulisses de l'enregistrement des déclarations des têtes de liste des différentes coalitions pour les élections législatives du 30 juillet. À cet effet, un dispositif important est mis en place par la RTS pour leur faciliter la tâche, un service pour l'essentiel qu'ils ont bien apprécié. René Massigayouf. À leur arrivée dans l'enceinte de la RTS, les têtes de liste ont, avec leurs accompagnateurs et autres sympathisants, eu droit à des conditions d'accueil les plus idoines. Un service spécial est mis en place partout avec un dispositif particulier, du protocole à la réalisation. En passant par le maquillage, la RTS a mis les bouchées doubles pour qu'ils enregistrent convenablement, chose qu'ils ont tous très bien appréciée. Je constate d'abord que la ponctualité est de mise, c'est important. J'étais convoqué pour 18h et c'est à ce moment précis que j'ai pu accéder au studio. J'ai constaté également un niveau de professionnalisme plus que satisfaisant, puisque les 30 minutes qui nous étaient imparties ont suffi pour faire ce que nous devions faire. Et nous avions été bien accueillis avant cela, c'est également important. C'est extrêmement important de pouvoir accueillir 47 listes ici à la RTS, 47 têtes de liste, 47 polyester, 47 chargés de com, 47 mandataires qui tous sont arrivés à la RTS, ont été accueillis dans des salles d'attente, ont pu avoir à boire, se sont prélassés. Moi, je n'ai pas eu une seule goutte de sueur parce qu'il a fait très frais dans les salons où vous nous avez mis. Nous avons vu une équipe accueillante, nous avons vu une équipe disponible, nous avons vu aussi du professionnalisme. Les enregistrements qui ont commencé se sont déroulés donc dans de bonnes conditions, hormis les désagréments créés par la pluie. Donc nous constatons que les choses se déroulent convenablement. Aucun maillon de la chaîne de l'enregistrement n'est laissé au hasard. Chaque agent à son poste s'acquitte bien de sa tâche. Les moyens impressionnants déployés ont surtout placé la RTS à la hauteur de l'événement. En tout cas, ce que nous avons vu en studio, c'est assez intéressant, assez perfectionné. Et je crois qu'on ne va pas se tromper sur le chrono. Et je crois que aussi le fait de pouvoir projeter directement certaines images nous semble être de très bonnes innovations. Pas que les Sénégalais qui sont fiers des acquis de la démocratie sénégalaise, ce sont tous les Africains qui se glorifient des avancées du Sénégal et qui regardent le Sénégal comme un modèle qui pour eux ne doit jamais être terni. Donc c'est un appel aussi que nous lançons à la classe politique, à la société civile, à notre gouvernement et à tous les acteurs de la vie nationale. Il faut préserver l'exception démocratique sénégalaise. Un appel au sens de la responsabilité. Sur le plan des moyens, un important lot de voitures a été réceptionné ce samedi. Des véhicules qui s'ajoutent à la dizaine de voitures arrivées le vendredi. La RTS n'entend rien laisser au hasard pour assurer une bonne couverture de ces élections législatives. Un esprit de service bien salué. C'est vraiment avec professionnalisme que vous travaillez. Je voudrais également saluer les efforts du chef de l'État qui a équipé la RTS. Et aujourd'hui, je pense, rien que votre parc automobile est impressionnant. Vous avez pu ouvrir vos stations régionales et nous nous en réjouissons. La dynamique sera poursuivie durant toute la période de campagne. La télévision publique, fidèle à sa vocation, met déjà tous les atouts de son côté pour réussir sa mission de service public. Pendant cette campagne électorale qui vient de démarrer, donc ce dimanche, le discours des politiques doit tourner autour de l'amélioration des conditions d'existence des populations. Conviction de Boubacar Camara, expert en planification et auteur du livre « Comment sortir de la pauvreté ». Il était l'invité de l'émission Point de vue. Quand on demande aux acteurs politiques ce qu'ils visent à travers l'action politique, on a toujours la même réponse. C'est l'amélioration du bien-être des populations. Ouais. Comment il faut faire pour améliorer le bien-être des populations? C'est là où il y a une différence. Oui. Il y a des propositions qui sont faites. Le plus important, c'est que ces propositions puissent aider à satisfaire les revendications des populations. Chaque jour, il y a des populations, des communautés locales qui se manifestent et qui demandent l'amélioration de leurs conditions d'existence. Donc les décideurs politiques, les acteurs politiques doivent pouvoir répondre à cela en proposant des programmes qui soient réalistes, cohérents, novateurs.
Législative 2017 toujours, c'est parti pour 3 semaines, 21 longs jours de campagne. Avant donc le jour du scrutin, il y a beaucoup d'appelés, mais ils ne seront que 165 à être élus. Et avant d'être donc représentants du peuple, il faudra faire le tour du Sénégal avant d'aller dans le Sénégal des profondeurs. Et il ne faut pas s'en limiter qu'aux déclarations à la télé. 47 sur la ligne de départ, c'est une chronique signée Oumar Diaw. Aller à la quête de la conquête du suffrage populaire, ce n'est pas une sinécure ou une promenade de santé à travers un pays de près de 200 000 km². Pas si vaste que cela, mais quand on a connu que les villes qui ne reflètent que très faussement les réalités d'un Sénégal, encore majoritairement rural, et que l'on soit obligé, parfois contraint, de parcourir des localités difficiles à localiser sur une carte et où on attend encore l'eau courante, l'électricité, l'école et le dispensaire promis la campagne précédente ou celle d'avant, quand on est obligé de rallier des bourgades par des pistes poussiéreuses, sinueuses et tourmentées sous une chaleur d'hivernage, on comprend que l'exercice soit des moins reposant, à moins de camper en ville et de considérer que le Sénégal se limite à sa minorité urbaine. L'histoire est jalonnée d'exemples de politiciens qui ont remporté des villes importantes et qui au final ont perdu parce qu'ayant fait l'impasse sur les zones éloignées ou difficiles d'accès en dormant sur leur laurier. Ces fiers gens des campagnes, il ne faut surtout pas les négliger car ils ne sont pas quantité négligeable et savent sanctionner sereinement et sévèrement tous ces autres gens qui donnent l'impression de les snobber ou de n'être là que pour convoiter leur carte, la même que la leur, d'égale importance. 47 partis ou coalitions vont sillonner le Sénégal, même si l'Assemblée permet à l'électeur de choisir au moins 5 listes le jour du vote. La RTS n'aura pas cette facilitation du moindre mal. Les 47 vont donc défiler à l'antenne, quelle que soit leur pertinence ou leur impertinence. Vous les regarderez, vous les écouterez si vous en avez le cœur. Et au bout du compte, vous ferez un choix s'il n'est déjà fait d'avance. Mais le premier choix, c'est d'aller voter le 31 juillet. Voilà pour ce chapitre consacré à la campagne pour les législatives du 30 juillet. Je le disais, son titre, un peu plus d'un mois après les élections de représentativité syndicale, le gouvernement a rencontré les syndicats d'enseignants, une rencontre synonyme d'évaluation des engagements de l'État. Quelques 14 milliards de francs CFA ont été dégagés depuis 2014 pour régulariser près de 50 000 enseignants, annonce du ministre de la fonction publique. Voici le récit de Daraba. Cette rencontre d'évaluation du protocole d'accord 2014 a réuni tous les ministères concernés et les 7 syndicats les plus représentatifs des secteurs de l'éducation et de la formation. Au sujet du protocole, presque toutes les questions ont connu des avancées. Par rapport à la délivrance des actes, le ministère de la fonction publique a quand même délivré des actes concernant 49 000 agents. Toutes sortes d'actes confondus. Actes de validation, d'intégration, de titularisation, etc. Au niveau du ministère de l'économie, des finances et du plan, nous avons vu que sur cette période, quelques 15 milliards ont été mis à disposition pour prendre en charge les incidences financières de ces actes. Nous avons vu également que des avancées notables ont été réalisées, notamment par rapport à la réalisation des actes de Kounoun, aux différents engagements qui avaient été pris, particulièrement en ce qui concerne la délivrance des actes sur le foncier. Et nous sommes en perspective de réalisation d'autres actes. Le ministre de l'Éducation nationale est revenu sur les questions dites nouvelles. La carrière des maîtres contractuels des générations 19, 20, 21 et 22, pour lesquels Madame la ministre de la fonction publique a rassuré que le projet de décret est sur sa table. Il reste aussi la création du corps des professeurs de collège en sport, pour lesquels on a rassuré que le projet de décret est au niveau du secrétariat général du gouvernement. Il y a aussi des questions résiduelles concernant les inspecteurs
de l'éducation nationale pour lesquels nous nous sommes donné rendez-vous dans des réunions sectorielles. Les syndicats ont dans leur majorité salué le respect des engagements, mais... Pour ce qui concerne le ministère de l'urbanisme, toujours la lenteur au niveau de la gestion du stock qui reste. Nous retenons aujourd'hui que sur les attestations sont disponibles. Les travaux au niveau des actes ont démarré. Pour certaines localités, c'est à 50%, pour d'autres à 80%. La problématique majeure que nous avons soulevée et que tous les syndicats ont repris, c'est la problématique du système de rémunération des agents de la fonction publique. L'engagement du gouvernement a été de renvoyer toutes les questions à incidence financière aux conclusions de l'étude sur le système de rémunération. Alors ça a pris du temps, nécessairement parce que ça devait être un travail fouillé. Un pré-rapport a été partagé avec les partenaires sociaux qui ont eu à faire des amendements, des observations, des remarques. Alors la question est sur la table du gouvernement. Nous avons entendu récemment le président de la République s'engager à des concertations futures et nous attendons le gouvernement autour de cette concertation. Les deux partis ont ensuite établi un nouvel agenda, un planning pour suivre les questions non encore résolues. Et puis l'ADIE a officiellement lancé la dématérialisation du certificat de conformité de l'autorisation de construire et du certificat d'urbanisme. L'objectif est de renforcer l'efficacité de l'action publique et de rapprocher davantage l'administration de ses usagers. Dame Silla nous en dit plus. La dématérialisation du certificat de conformité de l'autorisation de construire et du certificat d'urbanisme contribue à l'amélioration de l'accès aux services publics, à la réduction du coût et des délais d'instruction des actes administratifs pour les usagers. C'est véritablement pour nous une occasion pour non seulement lancer cette plateforme, mais aussi d'appeler l'ensemble des ministères à venir travailler avec l'ADIE, et cela dans l'intérêt véritablement du Sénégalais, qui va plus se déplacer pour venir avoir un acte dans l'administration, mais qui va le faire ici dans le territoire national, même à l'étranger, parce qu'à partir d'une connexion Internet, on peut faire sa demande et avoir la réponse de l'administration dans un délai beaucoup plus court qu'auparavant. La mise en œuvre de telles demandes d'actes administratifs est capitale pour la modernisation et l'efficacité de l'action publique. Les deux nouvelles procédures mises en ligne constituent une étape importante pour la réalisation des objectifs. Le lancement de la plateforme est une chose. Son appropriation et son utilisation optimale par les acteurs en est une autre. J'invite par conséquent toutes les parties prenantes à intégrer l'usage de cet outil dans les nouvelles et bonnes pratiques, à s'en servir donc comme outil de travail pour une meilleure qualité de service au profit de nos concitoyens. Pour permettre au gouvernement ainsi que les citoyens sénégalais résidant au Sénégal ou à l'étranger de disposer des informations et de suivre leurs dossiers en ligne, l'ADIE a mis en place des comptes identifiants. Le projet Télédac vise à concrétiser donc la vision du chef de l'État d'une administration pourvoyeuse de services et de prestations de qualité en travaillant constamment à l'amélioration de l'accès du citoyen aux services publics. Les deux nouvelles procédures qui viennent donc de vous être présentées vont contribuer davantage à l'amélioration du climat des affaires. L'obtention du certificat de conformité est un acte administratif qui atteste la conformité des travaux de construction réalisés suite à l'obtention du permis de construire. Pour le certificat d'urbanisme, il permet d'attester qu'une opération immobilière projetée sur un terrain est conforme à la législation. La dématérialisation de ces deux procédures de services d'urbanisme renforce la qualité de l'administration publique. Un poste de santé et une bibliothèque communautaire pour les populations de Yenguélé, localité située dans l'arrondissement de Niakhar. C'est un geste d'une ressortissante du village basé en France. Par cet acte, Rose Angèle Faïcha a voulu contribuer à l'amélioration des conditions de vie chez des habitants de Yenguélé. C'est un reportage de Pape Kolingom.
Dévoilement de plaques, coupure de ruban, deux gestes marquant le point de départ d'un événement tant attendu, celui de l'inauguration du poste de santé et de la bibliothèque communautaire du village de Yenguélé, département de Fatick. Pour cette réalisation, nous te disons merci. Les populations de Niakhar sont fières de toi et les populations de Niakhar prient pour toi. Au-delà de la symbolique et du fait d'assister au retour de l'enfant prodigue, qui n'est pas venu, n'est-ce pas, avec des sacs vides, mais qui est venu, n'est-ce pas, avec beaucoup de bagages, nous autres, nous ne pouvons pas être insensibles à cette cérémonie. Ces deux nouvelles infrastructures équipées viennent combler un manque. Je peux imaginer la joie qui jaillit à l'intérieur du cœur de Rose pour avoir offert une structure de santé à sa population. L'initiative ne peut être plus grande. Tout se fait dans la santé. Et Rose Angèle Fall, pour nous, est la référence, le symbole de la réussite pour nous, jeunes Africains diaspora, qui devront suivre son exemple. Pour la généreuse donatrice, la réalisation de ces deux ouvrages n'est que le point de départ de ses ambitions pour son terroir et son pays. Pour Rose Angèle Faye, c'est une marque de reconnaissance à l'endroit de son peuple. Rose Angèle Faye et Rosa Goudia Vivas sont des homonymes, comme vous pouvez le noter ici. Et toutes les deux sont portées par l'humanitaire. Donc je te remercie, Rose, pour cette grande manifestation dont tu es l'initiatrice. Je suis la présidente de l'association Lorraine pour Yenguélé, qui avait pour objectif d'aider le village de Yenguélé dans le domaine de la santé, de l'éducation et du développement durable. Entre la construction du dispensaire et l'équipement qu'on aura au complet avec l'ambulance qui est déjà en mer et puis tout le matériel médical qui va arriver, on va être à peu près dans les 200 000 euros, 300 000 euros, enfin ça fait 200 millions de nos francs CFA. Avec ce poste de santé, tu réponds au plus près des populations à cette politique chère au président de la République, son Excellence, M. Macky Sall, qui vous adresse toute son admiration et tous ses encouragements. Ce nouveau poste de santé de Yenguélé est construit et financé avec le soutien de l'hôpital Assistance Internationale et son coût est évalué à 200 millions de francs CFA. Loi sur la médecine traditionnelle pour la Fédération des tradipraticiens de santé. Il est temps de l'adopter afin de réglementer le secteur. Ils ont tenu une conférence de presse pour apporter quelques précisions dans ce sens. Fatou Diouf compte rendu. Face à la presse, les tradipraticiens ont parlé de l'importance de la loi sur la médecine traditionnelle. Selon ces derniers, son adoption est plus que bénéfique. Elle va permettre de réglementer la pratique et d'éradiquer le charlatanisme. Cette conviction n'est pas partagée par l'interordre des médecins et professionnels de santé, IOPS, d'où cette initiative de la Fédération d'apporter des éclaircissements. La situation actuelle que traverse ce secteur, qui est la médecine traditionnelle, avec tous les dérapages qu'on a pu noter, on dit que la loi vient à son heure. C'est pour assainir le milieu. Donc nous tenons à demander à l'État et à tout le gouvernement de prendre toutes leurs responsabilités, de faire passer cette loi que nous avons tant attendue. La loi sur la médecine traditionnelle a été adoptée en Conseil des ministres le 31 mai 2017. Un acquis de taille que la FEDRAS compte préserver. Leur ambition est de faire adopter la loi à l'Assemblée nationale afin de contribuer à la couverture sanitaire du pays. Sur ce, ils comptent sur la collaboration de l'interordre des médecins et professionnels de santé, IOPS. Programme Cheveux Noirs, Cheveux Blancs pour la deuxième activité. La Maison de la Presse, en partenariat avec la Fondation Frédéric Ebert, s'intéresse à la protection des données personnelles et la liberté de la presse. Un carrefour d'échange qui a réuni anciens et jeunes acteurs des médias. Compte rendu Tierno Armodoussi. Une maison pour une presse qui participe au renforcement de la démocratie sans dégâts. L'institution déroule le programme Cheveux Noirs, Cheveux Blancs depuis quelques mois. La deuxième activité se penche sur la protection des données personnelles liées
à la liberté de la presse. Peut-on se permettre de tout montrer, de tout diffuser et de tout raconter quand on est journaliste? Ou est-ce qu'il y a justement une limite ou des limites d'ordre juridique à la liberté de la presse? Donc des sujets de cette nature structurent le programme Cheveux blancs et Cheveux noirs. 3 panélistes, 3 profils. Ababakar Niang est un retraité de la RTS. En 1984, il a participé à la création du syndicat des professionnels de l'information et de la communication. Ce que je constate en tant que vétéran, l'ancienne génération respecte bien la déontologie et l'éthique. Actuellement, plus ou moins, les jeunes journalistes, vous êtes plus d'un tenté avec ces médias à faire sortir certaines choses qu'on ne pouvait pas penser. Aux côtés de l'ancien, un jeune journaliste blogueur, Pape Ismaël Dia, aborde le thème tel que vécu par la nouvelle génération. Les délits de presse, par exemple. Aujourd'hui, ces délits ont été abusivement appelés délits de presse parce qu'à l'époque où on les a, disons, codifiés, il n'y avait que les journalistes qui avaient ce pouvoir de publication. Aujourd'hui, tout le monde peut publier. Créer un site internet coûte, disons, 25 000 francs. Ensuite, place à l'œil du juriste, l'interrogation majeure, la vie privée. C'est un élément qui est très difficile à appréhender, la vie privée en tant que telle. Et vous allez voir que dans le corpus juridique sénégalais, il n'y a aucune définition unanime de la vie privée. Les gens donnent leur définition de la vie privée et le juge, dans sa prudence, estime que la vie privée, c'est ce que vous considérez comme étant privé. Carrefour d'échanges et d'informations pour la maison de la presse, rendre viable l'environnement des médias au Sénégal, c'est avant tout bien appréhender les paradigmes de l'heure. Les exportations du Sénégal vers le Portugal ont fortement augmenté ces dernières années. Pour maintenir cette dynamique, le directeur général de la ZEPEX, dans le cadre de la diplomatie économique du Sénégal, a rencontré une délégation de l'hypermarché portugais Continente. L'objectif est de saisir de nouvelles opportunités. Envoyés spéciaux au Portugal, Ali Chamsar et Dame Silla. Le Sénégal et le Portugal entretiennent de très bonnes relations diplomatiques, mais également économiques. Dans cette rencontre, la CEPEX et la PDA discutent avec des dirigeants de l'hypermarché Continente. L'objectif est de présenter à l'entreprise les différents produits que le Sénégal exporte. Nous sommes dans une spécificité qui permet de discuter de secteurs comme l'agriculture, comme l'horticulture, et d'avoir des échanges qui nous permettent de mettre en relief l'offre exportable sénégalaise, qui est très large, qui se trouve au niveau de l'artisanat, qui se trouve également au niveau de l'agriculture, au niveau de la pêche, etc. Et cette rencontre nous a permis aujourd'hui de comprendre de manière spécifique qu'il y a une demande très forte, en tout cas issue du Portugal. Permettre à l'artisanat de notre pays de figurer parmi les produits que nous allons exporter, parmi les produits que nous allons mettre en ligne dans ce cadre-là. Donc souhaiter que ce partenariat soit fructueux pour les deux pays et renforcer la coopération entre le Sénégal et le Portugal. Avec plus de 250 magasins à travers le monde, l'hypermarché Continente est déjà présent dans certains pays africains comme le Mozambique et le Cap-Vert. Au Sénégal, les échanges commerciaux vont bientôt démarrer. L'opportunité au niveau de la mangue, je crois que, comme nous avons discuté, particulièrement votre capacité au niveau du Sénégal, mais aussi de la zone d'Afrique ouest, d'avoir une production annuelle, peut être pour nous très importante. Nous allons évaluer la possibilité d'aller au Sénégal, surtout pour connaître la foire internationale de Dakar qui nous a été présentée aujourd'hui. La CEPEX et la PDA ont en commun la volonté de faire connaître au reste du monde la qualité des produits made in Sénégal, mais aussi de trouver des partenaires pour pouvoir les exporter. Pour atteindre l'objectif, la diplomatie a son rôle à jouer. Nous pouvons dire qu'à l'issue des discussions, des choses prometteuses se sont présentées. Il nous appartient maintenant de les mettre en œuvre
mais surtout de faire en sorte que la mission préparatoire que nous avons arrêtée ici soit couronnée de succès. Et de ce point de vue, nous pouvons considérer que l'expertise sénégalaise va être encore mise à profit pour qu'ensemble nous puissions continuer à faire en sorte que le plan Sénégal émergent soit une réalité. Les conclusions des travaux ont été très fructueuses en termes de renforcement de relations diplomatiques et d'échanges commerciaux. Les deux parties se donnent rendez-vous à Dakar pour officialiser le début des exportations. En attendant, place à la rubrique ce dimanche. Donc la rubrique découverte nous mène à Louga, précisément à Kadugui, un arbre mythique qui a accueilli Cheikh Ahmadou Bamba en 1895, alors qu'il se rendait à Saint-Louis. Kadugui, un acacia qui a été d'ailleurs classé patrimoine de l'UNESCO en 2003. Son histoire est liée à celle de la gare de Louga où Serigne Touba a pris pour la première fois le train. La rubrique découverte est signée Koumba Diakhatemar. Louga, avenue Samba Khary Cissé. Derrière ces allées et venues incessantes d'une ville animée, se cache un arbre qui renferme des secrets, Kadugui. Cheikh Ahmadou Bamba, en partance pour Saint-Louis, a passé la journée du 12 août 1895 à l'ombre de cet acacia. Le 12 août 1895, c'était un lundi. 122 ans après, Kadugui résiste au temps. Il est soigneusement entretenu, protégé et vénéré. Ça a plus de 100 ans et c'est un arbre vénéré. Parce que tous les disciples viennent ici sous l'arbre. En 1988, c'est le Khalife général des Mourides, Cheikh Abdoul Ahad Mbacké, qui a même tracé la mosquée. Il nous a dit de le faire comme ça, de ne pas toucher aussi l'arbre, à l'architecte de faire la construction, tout ça en protégeant l'arbre et mettre le soror à son épaule. Pour que demain, si l'arbre s'écroule, on le regarde du soror. En plus de la mosquée, une école et une bibliothèque ont été érigées près de Kadugui. En face, il y a la gare ferroviaire. Malgré l'usure du temps, elle garde sa belle architecture originale. Une gare marquée par le passage de Serigne Touba pour rallier Saint-Louis. Ce qui est le plus marquant, c'est l'embarquement de Cheikh Ahmadou Bamba ici à Louga pour répondre à la convocation du gouverneur à Saint-Louis. Dans ces temps anciens, il ne montait que de cheval. Pour la première fois, en allant en exil à Saint-Louis, il a pris pour la première fois au train ici à la gare de Louga. Plus qu'un patrimoine, Kadugui est un haut lieu de prière pour la communauté mouride. Elle commémore depuis plus d'un siècle le bref séjour de Cheikh Ahmadou Bamba dans la capitale du Ndiambour. Voilà pour la rubrique découverte. Elle revient à dimanche prochain. Et puis les forces armées sénégalaises ont rendu un dernier hommage au général Louis Tabarez da Souza au quartier Dial Diop, ancien chef d'état-major général des armées de 1984 à 1988. L'homme a eu à commander plusieurs unités d'élite. L'armée nationale lui doit beaucoup de réalisations, nous dit Oumar Diaw. D'un pas lent, une escouade de 6 hommes porte le cercueil du général enveloppé du drapeau national. Ils se dirigent vers le catafalque posé au centre du carré d'armes du quartier Dial Diop. L'instant est solennel. Dans l'assistance des parents du disparu, le cœur serré, d'anciens compagnons, des frères d'armes, des officiers supérieurs de différentes armes, des alliés. Cette cérémonie est le dernier hommage à un valeureux soldat qui a d'abord revêtu la tenue sous les couleurs de la France en 1949. Transféré dans l'armée sénégalaise en 1960, il appartient donc à cette génération de pionniers qui ont porté les armées sur les fonds baptismaux et qui ont su la maintenir dans les chemins de l'honneur et du devoir. Sur ces chemins de l'honneur et du devoir, le disparu a eu à commander les commandos et les parachutistes avant de devenir
chef d'état-major général des armées à partir de juillet 1984. On garde en mémoire un homme proche de ses subordonnés, mais surtout ses réalisations. Je citerai, sans être exhaustif, la mutuelle des armées, la coopérative militaire de construction, Comico, la revalorisation de la situation des stagiaires à l'étranger, mais également un souci constant du développement des ressources humaines et de l'entraînement des unités. Au plan international, le général D'assouza a été secrétaire général de l'accord de non-agression et d'assistance en matière de défense ANAD. Il aura ainsi contribué à l'architecture de sécurité collective de la sous-région. C'est à Ziguinchor où il a vu le jour qui repose désormais. L'armée et la nation lui sont reconnaissantes. Voilà, ici se referme cette édition. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur la RTS1. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Les Sénégalais d'Allemagne s'engagent à accompagner davantage la dynamique de développement du pays. Ils l'ont réaffirmé au chef de l'État. Le président Macky Sall les a rencontrés en marge du sommet du G20 à Hambourg. 14 milliards de francs CFA ont servi à régulariser près de 50 000 enseignants. C'est ce qui ressort de la rencontre entre gouvernement et syndicats d'enseignants. Les deux parties ont tiré le bilan des engagements de l'État un mois après les élections de représentativité syndicale. Un acacia, pas comme les autres. Celui-ci est classé patrimoine de l'UNESCO depuis 2003. L'histoire de cet arbre appelé Kadgui, situé à Louga, est fortement liée à la gare de la localité où Serigne Touba Khadimou Rassoul a pris pour la première fois le train en partance pour Saint-Louis. C'est le sujet de la rubrique découverte de ce dimanche. Mesdames et Messieurs, bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, signaler le retour du président de la République à Dakar cet après-midi. Le chef de l'État rentre de Hambourg en Allemagne où il vient de prendre part au sommet du G20 en sa qualité de président du comité d'orientation du NEPAD. Il a été accueilli par le Premier ministre et d'autres autorités civiles et militaires. Voilà donc le président Macky Sall qui est rentré cet après-midi d'Allemagne. Comme vous le voyez, il est accueilli par le ministre de l'Intérieur ainsi que d'autres autorités civiles et militaires. Retour justement sur son séjour en Allemagne en marge du sommet du G20 qui s'est tenu à Hambourg. Le président de la République Macky Sall a rencontré la communauté sénégalaise établie en Allemagne, des compatriotes qui ont réaffirmé leur volonté de contribuer à l'effort de développement du Sénégal. Occasion saisie également par ces Sénégalais pour faire parvenir au président de la République certaines préoccupations relatives à l'accès au logement et au financement, notamment pour les femmes. Les comportements de ces compatriotes ont été salués par les autorités locales de leur pays d'accueil. Envoyé spécial Aboubakri Kane. Malgré l'état d'urgence et les manifestations violentes notées dans la ville de Hambourg, le président de la République a tenu à rencontrer la communauté sénégalaise en marge du sommet du G20. Des compatriotes venus des différentes villes pour lui souhaiter un bon séjour en terre allemande. Des hommes et des femmes qui vivent certes loin du Sénégal, mais suivent de très près la marche du pays et les progrès réalisés ces dernières années. Ils sont tour à tour revenus sur les différentes réalisations du président Macky Sall qui touchent à tous les secteurs d'activité. Ces compatriotes se sont surtout félicités de la politique sociale et sanitaire, notamment en milieu rural. Représentants des cadres, des femmes, des sages et des jeunes ont tous salué la démarche d'inclusion qui caractérise la mise en œuvre des différents projets du plan Sénégal émergent.
La communauté sénégalaise d'Allemagne n'a pas manqué également de partager avec le président Macky Sall quelques préoccupations liées notamment à l'accès au financement et à la protection sociale. Ses compatriotes veulent aussi bénéficier de financement pour les femmes dans le cadre du FAISE, Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur. Ils ont par ailleurs réaffirmé leur engagement à soutenir la politique de développement du chef de l'État, une diaspora déterminée à jouer pleinement sa partition dans l'effort de développement. Une contribution qui passe par la promotion de la destination Sénégal auprès de potentiels investisseurs européens. Au nom des voisins gambiens, Ousmane Diaye a remercié le président Macky Sall pour le rôle joué dans la résolution de la crise post-électorale. Par la voix du docteur Tessman, les autorités locales ont loué le comportement des Sénégalais, un parfait exemple d'intégration facilité par leur sens de la sociabilité et de la solidarité. Ce dont s'est félicité le président de la République, qui a réaffirmé sa considération pour ses compatriotes et l'engagement de toujours soutenir la diaspora sénégalaise, qui va pour la première fois élire ses 15 représentants à l'Assemblée nationale pour mieux défendre leurs intérêts et porter leurs préoccupations. Retour sur les coulisses de l'enregistrement des déclarations des têtes de liste des différentes coalitions pour les élections législatives du 30 juillet. À cet effet, un dispositif important est mis en place par la RTS pour leur faciliter la tâche, un service pour l'essentiel qu'ils ont bien apprécié. René Massigayouf. À leur arrivée dans l'enceinte de la RTS, les têtes de liste ont, avec leurs accompagnateurs et autres sympathisants, eu droit à des conditions d'accueil les plus idoines. Un service spécial est mis en place partout avec un dispositif particulier, du protocole à la réalisation. En passant par le maquillage, la RTS a mis les bouchées doubles pour qu'ils enregistrent convenablement, chose qu'ils ont tous très bien appréciée. Je constate d'abord que la ponctualité est de mise, c'est important. J'étais convoqué pour 18h et c'est à ce moment précis que j'ai pu accéder au studio. J'ai constaté également un niveau de professionnalisme plus que satisfaisant, puisque les 30 minutes qui nous étaient imparties ont suffi pour faire ce que nous devions faire. Et nous avions été bien accueillis avant cela, c'est également important. C'est extrêmement important de pouvoir accueillir 47 listes ici à la RTS. 47 têtes de liste, 47 colyesters, 47 chargés de com, 47 mandataires qui tous sont arrivés à la RTS, ont été accueillis dans des salles d'attente, ont pu avoir à boire, se sont prélassés. Moi, je n'ai pas eu une seule goutte de sueur parce qu'il a fait très frais dans les salons où vous nous avez mis. Nous avons vu une équipe accueillante, nous avons vu une équipe disponible, nous avons vu aussi du professionnalisme. Les enregistrements qui ont commencé se sont déroulés donc dans de bonnes conditions, hormis les désagréments créés par la pluie. Donc nous constatons que les choses se déroulent convenablement. Aucun maillon de la chaîne de l'enregistrement n'est laissé au hasard. Chaque agent à son poste s'acquitte bien de sa tâche. Les moyens impressionnants déployés ont surtout placé la RTS à la hauteur de l'événement. En tout cas, ce que nous avons vu en studio, c'est assez intéressant, assez perfectionné. Et je crois qu'on ne va pas se tromper sur le chrono. Et je crois que aussi le fait de pouvoir projeter directement certaines images nous semble être de très bonnes innovations. Pas que les Sénégalais qui sont fiers des acquis de la démocratie sénégalaise, ce sont tous les Africains qui se glorifient des avancées du Sénégal et qui regardent le Sénégal comme un modèle qui pour eux ne doit jamais être terni. Donc c'est un appel aussi que nous lançons à la classe politique, à la société civile, à notre gouvernement et à tous les acteurs de la vie nationale. Il faut préserver l'exception démocratique sénégalaise. Un appel au sens de la responsabilité. Sur le plan des moyens, un important lot de voitures a été réceptionné ce samedi. Des véhicules qui s'ajoutent à la dizaine de voitures arrivées le vendredi. La RTS n'entend rien laisser au hasard pour assurer une bonne couverture de ces élections législatives. Un esprit de service bien salué. C'est vraiment avec professionnalisme que vous travaillez. Je voudrais également saluer les efforts du chef de l'État qui a équipé la RTS
Et aujourd'hui, je pense, rien que votre parc automobile est impressionnant. Vous avez pu ouvrir vos stations régionales et nous nous en réjouissons. La dynamique sera poursuivie durant toute la période de campagne. La télévision publique, fidèle à sa vocation, met déjà tous les atouts de son côté pour réussir sa mission de service public. Pendant cette campagne électorale qui vient de démarrer, donc ce dimanche, le discours des politiques doit tourner autour de l'amélioration des conditions d'existence des populations. Conviction de Boubacar Camara, expert en planification et auteur du livre « Comment sortir de la pauvreté ». Il était l'invité de l'émission Point de vue. Quand on demande aux acteurs politiques ce qu'ils visent à travers l'action politique, on a toujours la même réponse. C'est l'amélioration du bien-être des populations. Ouais. Comment il faut faire pour améliorer le bien-être des populations? C'est là où il y a une différence. Oui. Il y a des propositions qui sont faites. Le plus important, c'est que ces propositions puissent aider à satisfaire les revendications des populations. Chaque jour, il y a des populations, des communautés locales qui se manifestent et qui demandent l'amélioration de leurs conditions d'existence. Au sujet du protocole, presque toutes les questions ont connu des avancées. Par rapport à la délivrance des actes, le ministère de la fonction publique a quand même délivré des actes concernant 49 000 agents. Toutes sortes d'actes confondus. Actes de validation, d'intégration, de titularisation, etc. Au niveau du ministère de l'économie, des finances et du plan, nous avons vu que sur cette période, quelques 15 milliards ont été mis à disposition pour prendre en charge les incidences financières de ces actes. Nous avons vu également que des avancées notables ont été réalisées, notamment par rapport à la réalisation des actes de Kounoun, aux différents engagements qui avaient été pris, particulièrement en ce qui concerne la délivrance des actes sur le foncier. Et nous sommes en perspective de réalisation d'autres actes. Le ministre de l'Éducation nationale est revenu sur les questions dites nouvelles. La carrière des maîtres contractuels des générations 19, 20, 21 et 22, pour lesquels Madame la ministre de la fonction publique a rassuré que le projet de décret est sur sa table. Il reste aussi la création du corps des professeurs de collège en sport, pour lesquels on a rassuré que le projet de décret est au niveau du secrétariat général du gouvernement. Il y a aussi des questions résiduelles concernant les inspecteurs de l'éducation nationale pour lesquels nous nous sommes donné rendez-vous dans des réunions sectorielles. Les syndicats ont dans leur majorité salué le respect des engagements, mais... Pour ce qui concerne le ministère de l'urbanisme, toujours la lenteur au niveau de la gestion du stock qui reste. Nous retenons aujourd'hui que sur les attestations sont disponibles. Les travaux au niveau des actes ont démarré. Pour certaines localités, c'est à 50%, pour d'autres à 80%. La problématique majeure que nous avons soulevée et que tous les syndicats ont repris, c'est la problématique du système de rémunération des agents de la fonction publique. L'engagement du gouvernement a été de renvoyer toutes les questions à incidence financière aux conclusions de l'étude sur le système de rémunération. Alors ça a pris du temps, nécessairement parce que ça devait être un travail fouillé. Un pré-rapport a été partagé avec les partenaires sociaux qui ont eu à faire des amendements, des observations, des remarques. Alors la question est sur la table du gouvernement. Nous avons entendu récemment le président de la République s'engager à des concertations futures et nous attendons le gouvernement autour de cette concertation. Les deux partis ont ensuite établi un nouvel agenda, un planning pour suivre les questions non encore résolues. Et puis l'ADIE a officiellement lancé la dématérialisation du certificat de conformité de l'autorisation de construire. Les décideurs politiques, les acteurs politiques doivent pouvoir répondre à cela en proposant des programmes qui soient réalistes, cohérents, novateurs.
Législative 2017 toujours, c'est parti pour 3 semaines, 21 longs jours de campagne. Avant donc le jour du scrutin, il y a beaucoup d'appelés, mais ils ne seront que 165 à être élus. Et avant d'être donc représentants du peuple, il faudra faire le tour du Sénégal avant d'aller dans le Sénégal des profondeurs. Et il ne faut pas s'en limiter qu'aux déclarations à la télé. 47 sur la ligne de départ. C'est une chronique signée Oumar Diaw. Aller à la quête de la conquête du suffrage populaire, ce n'est pas une sinécure ou une promenade de santé à travers un pays de près de 200 000 km². Pas si vaste que cela, mais quand on a connu que les villes, qui ne reflètent que très faussement les réalités d'un Sénégal, encore majoritairement rural, et que l'on soit obligé, parfois contraint, de parcourir des localités difficiles à localiser sur une carte, et où on attend encore l'eau courante, l'électricité, l'école et le dispensaire promis la campagne précédente ou celle d'avant, quand on est obligé de rallier des bourgades par des pistes poussiéreuses, sinueuses et tourmentées sous une chaleur d'hivernage, on comprend que l'exercice soit des moins reposant, à moins de camper en ville et de considérer que le Sénégal se limite à sa minorité urbaine. L'histoire est jalonnée d'exemples de politiciens qui ont remporté des villes importantes et qui au final ont perdu parce qu'ayant fait l'impasse sur les zones éloignées ou difficiles d'accès en dormant sur leur laurier. Ces fiers gens des campagnes, il ne faut surtout pas les négliger car ils ne sont pas quantité négligeable et savent sanctionner sereinement et sévèrement tous ces autres gens qui donnent l'impression de les snobber ou de n'être là que pour convoiter leur carte, la même que la leur, d'égale importance. 47 partis ou coalitions vont sillonner le Sénégal, même si l'Assemblée permet à l'électeur de choisir au moins 5 listes le jour du vote. La RTS n'aura pas cette facilitation du moindre mal. Les 47 vont donc défiler à l'antenne, quelle que soit leur pertinence ou leur impertinence. Vous les regarderez, vous les écouterez si vous en avez le cœur. Et au bout du compte, vous ferez un choix s'il n'est déjà fait d'avance. Mais le premier choix, c'est d'aller voter le 31 juillet. Voilà pour ce chapitre consacré à la campagne pour les législatives du 30 juillet. Je le disais, son titre, un peu plus d'un mois après les élections de représentativité syndicale, le gouvernement a rencontré les syndicats d'enseignants, une rencontre synonyme d'évaluation des engagements de l'État. Quelques 14 milliards de francs CFA ont été dégagés depuis 2014 pour régulariser près de 50 000 enseignants, annonce du ministre de la fonction publique. Voici le récit de Daraba. Cette rencontre d'évaluation du protocole d'accord 2014 a réuni tous les ministères concernés et les 7 syndicats les plus représentatifs des secteurs de l'éducation et de la formation.